Stimate domnule ministru al culturii, stimați invitați, stimate domnule Bernard Blisten, stimate domnule Ami Barak, mă bucur foarte mult că am ajuns la acest moment pregătit de ceva vreme. E o ocazie, cred, unică de a dialoga cu doi reprezentanți ai artei contemporane și mai mult decât atât, cu doi reprezentanți ai ceea ce înseamnă cele mai bune exemple de organizare muzeală și prezență în arta contemporană. Dar înainte de a trece la ceea ce înseamnă miezul întâlnirii noastre, dați-mi voie să-l rog pe domnul ministru Lucian Romașcanu, căruia îi mulțumesc pentru prezența la această întâlnire la muzeu, cum o numim noi, și căruia îi ofer microfonul să ne spună cuvântul domniei sale de salut. Mulțumesc mult, domnule director, domnule Blisten, domnule Barak, distinși invitați. Este o mare onoare pentru mine și mărturiseam în întâlnirea de astăzi dimineața de la minister că una din cele mai mari bucurii ale demnității de ministru al culturii este reprezentată exact de tipul ăsta de întâlniri. Sunt extrem de onorat să am asemenea ocazie. Mulțumesc pentru ideea de a invita oaspeți de asemenea calibru în România, în București, la Muzeul Național de Artă. Nu o să vă divulg ce s-a discutat, nu știu dacă o să rezulte în urma discuției de astăzi ceva detalii, dar suntem pregătiți să facem împreună un proiect extrem de mare și de frumos în România și în Franța. Și în rest nu pot decât să spun că mulțumesc prietenilor Muzeului Național de Artă al României și domnului director și tuturor truditorilor de aici, pentru că nu lasă să se aștearnă deloc niciun soi de patină a timpului peste ceea ce înseamnă arta frumoasă, deși suntem într-un moment de mare tumult și în care prioritățile tind să se schimbe. Felicitări încă o dată, mulțumiri pentru că sunteți la București, mulțumiri domnule director și vă urez mult succes în tot ceea ce decideți să întreprindeți împreună. Și mulțumesc și dumneavoastră, o seară frumoasă. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru că ați vorbit despre acest lucru, mulțumesc pentru faptul că ați acceptat întâlnirea de dimineață în care, într-adevăr, v-am prezentat un proiect care, cred eu, va fi de mare impact în ceea ce înseamnă cultura din România în următorii ani. Bine, în continuare am să iau loc în peisaj și să intrăm în ceea ce înseamnă formatul acestei întâlniri la muzeu, care, după cum știți, cei care ați participat la precedente întâlniri, înseamnă și propria dumneavoastră participare, respectiv faptul că puteți să interveniți cu propriile întrebări sau puncte de vedere legate de ceea ce discutăm aici. Îmi face o deosebită onoare să fiu alături de doi reprezentanți de frunte ai elitei artei contemporane, ai acelor instituții care în fond duc mai departe un anumit spirit al culturii tradiționale și în același timp prezintă tot ceea ce se află în avangarda artei contemporane. Și îl am în stânga mea pe domnul Bernard Blisten, director al Centrului Pompidou de la Paris în perioada 2013-2021, iar în dreapta mea se află domnul Ami Barak, cunoscut curator al unor importante expoziții de artă contemporană, și aș vrea să amintesc aici doar prezența domniei sale în calitate de curator la Bienala de la Veneția, ediția 2013. 11. Părea că a fost ieri alaltăieri. Da. Poate vă întrebați de ce acești doi invitați. În primul rând, datorită faptului că noi deja am avut o serie de dialoguri legate de posibilele colaborări în diverse proiecte,
dar ceea ce pe mine mă leagă, dacă vreți, din punct de vedere emoțional, este faptul că invitații noștri ambii au origini românești. Și n-aș vrea să fiu eu cel care să vă prezinte detaliile legate de acest lucru. Am să îl invit pe domnul Bernal Blistin să ne spună câteva cuvinte despre felul în care biografia sa se leagă de România. Je veux d'abord m'excuser de ne pas parler votre langue, qui est un peu la mienne, puisque effectivement, mon cher Călin, mon grand-père était né à Bucarest en 1880 et a quitté la Roumanie en 1900 pour faire des études à Paris. Je n'ai jamais connu mon grand-père, qui est mort en 1938, juste avant la guerre, et qui n'était jamais retourné en Roumanie et qui avait fait venir toute sa famille en France. Mais il est clair que mon père me parlait de ce pays que lui-même n'avait jamais connu, mais que j'étais toujours extrêmement ému de voir que les relations culturelles, intellectuelles entre ces deux pays étaient des relations absolument fondamentales. Et lorsque j'ai commencé mes études et que j'ai décidé de devenir conservateur de musée, il se trouve que j'ai été au contact de certains artistes que j'ai rencontrés de par ma famille, mais de par aussi la curiosité, qui pour la plupart d'entre eux étaient des gens déjà très âgés. Je songe au grand poète Gerasim Luca, que j'ai rencontré maintes fois. Je songe à Jacques Hérold, qui avait une maison en Provence et que j'allais souvent rencontrer. Je songe à d'autres figures qui pour moi représentaient un passé mythique des avant-gardes. Et lorsque j'ai commencé de travailler, je me suis posé la question, alors que tous ces gens disparaissaient, mais qu'en est-il de la scène plus contemporaine? Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai rencontré mon si cher ami, Ami Barak, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit il faut aller en Roumanie. Mais il me l'a dit à une époque, et vous aurez compris laquelle, où je n'avais pas très envie de venir en Roumanie. Et j'ai donc attendu les années 1990 pour venir, si vous voulez, faire un voyage, pour explorer la scène artistique contemporaine, pour voyager dans le pays et pour nouer des relations de grande amitié avec différents artistes que j'avais rencontrés, souvent d'ailleurs grâce à lui. Donc voilà, c'est un attachement. Et mon cher Călin, je vais te dire que la chose en laquelle je crois profondément, c'est en l'amitié. Et il me semble que quand on regarde l'histoire de la création, c'est souvent l'amitié qui a joué un rôle absolument déterminant. Alors, quand on est amis, parfois on se fâche. Nous ne nous sommes jamais fâchés. Mais quand on se fâche pour des idées, je dirais que d'une certaine façon, on ne fait rien d'autre que d'exprimer sa liberté. Et ce que j'aime ici aujourd'hui, c'est justement de me retrouver dans un contexte de confiance et d'amitié. Nous avons, comme vous l'a dit Călin Săgeran, des projets communs.
dans cet extraordinaire musée. Nous faisons des recherches avec Ami Barak et avec des collaborateurs que j'avais à Paris qui sont roumains quand j'étais directeur donc du Musée national du Centre Pompidou. Et nous reviendrons très vite d'ailleurs pour continuer justement de faire ces recherches. Mais je dois vous avouer qu'un jour, mon cher Kalin, je m'échapperai pour essayer de retrouver, si elle existe encore, la maison où mon arrière-grand-père, qui était docteur, médecin ici, a vécu, et pour essayer de voir si quelque chose d'une histoire perdue et encore peut-être pardon. Aș vrea pe Ami Barak, care spunea câteva ori înainte evoca de suficție de ce București, ne-aș ruga să ne spune ce aminte legate de România. Deci, eu am născut în România, deci mă mai vorbesc românește. Asta e o facilitate pentru traducător. Deci m-am născut la Năsăud, ca mie întâmplarea am venit și am făcut liceul la Baia Mare și am ajuns în București în 1970 și am fost student la Istoria și Teoria Artei. Vreme de 4 ani și în acești 4 ani petrecuți la București, într-o perioadă, ca să spun așa, interesantă, chiar foarte interesantă. Veneam din provincie, deci orașul mi se părea într-adevăr absolut de Crusuvca. Și am amintiri puternice de altfel. Am părăsit țara în 1974 și m-am stabilit la Paris în 1982 și de atunci, ca să spun așa, cea mai mare parte din viața mea am petrecut-o în Franța, în Paris, bună parte. Câțiva ani am stat la Montpellier, unde m-am ocupat de o colecție Montpellier, o colecție publică de artă internațională și în 2002 am întors la Paris și de atunci sunt stabilit în acest oraș și unde lucrez după experiențe publice, instituționale, din 2012 am o carieră de curator independent. Deci sunt un curator. Cineva care are grijă de opere de artă și de artiști. Da, aici vine în minte un moment foarte important în istoria relațiilor culturale România-Franța, acela de sezonul cultural România-Franța, în care ați fost implicați. Domnul Blisten era director al Centrului Pompidou. Tu ai fost implicat în calitate de curator în organizarea câteva expoziții foarte importante, între care una, mi se pare, memorabilă, cea de la sediul Partidului Comunist din Paris, care, dincolo de exotismul acestui nume, ca să zic așa, oferea un spațiu absolut insolit și care cred că a devenit pentru memoria multor cei care au văzut un spațiu emblematic pentru felul în care o expoziție de artă poate să fie prezentată într-un spațiu, ca să zic așa, neconvențional, pentru că acela nu era un spațiu de expoziție de artă. Ne poți evoca niște lucruri legate de acel moment? Cum ai ajuns la Partidul Comunist totuși? Ar trebui, deci, să schimbă imaginea, pentru că primele imagini care sunt pe ecran sunt legate de Bernard. Bineînțeles, o să revenim după aceea. Sigur. Je voudrais, pour ma part, rajouter quelque chose. Ami Barak est, je pense, la personne la plus informée sur la création contemporaine que j'ai rencontrée.
il y a de cela 30 ans, alors qu'il dirigeait cette collection dans le sud de la France, il était chargé d'organiser une exposition de synthèse des collections d'art contemporain en France. La première personne à laquelle je pensais pour travailler, c'est Alain Zara. Parce que Ami était le globe-trotteur, le découvreur, l'homme le plus curieux. Moi, je disais du bien de toi parce que tu étais parti. L'homme le plus curieux que j'ai jamais rencontré. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, de garder cette curiosité. Les années passent, vous aurez compris que Ami et moi, nous ne sommes plus des enfants, mais nous gardons cette absolue curiosité. Nous n'avons aucune nostalgie, même pas de mélancolie. Nous sommes poussés, pourquoi? Je n'en sais rien, par ce que nous pouvons découvrir. Et lorsqu'on découvre des choses, lorsque je suis venu ici, dans votre pays, la première fois, j'étais absolument comme un enfant. J'ai été dans des ateliers, c'était l'époque des débuts de la Fabrica de Benso. J'étais comme un gamin dans les ateliers en train de découvrir des artistes qui n'étaient pas encore devenus aussi célèbres. Je suis allé saluer la vieille Jetta qui était vieille dame, que je suis allé voir ici à Bucarest. Mais cet émerveillement d'avoir, quand on découvre des choses inconnues, c'est le moteur absolu de notre travail. Et je dois dire que parfois, j'ai vécu, parce que je suis historien de l'art classique de formation, et donc j'ai parfois la tentation de me dire c'était mieux au XVIIe siècle. Mais grâce à lui, très souvent, je me suis dit non, arrête. Essaye de comprendre aujourd'hui. Essaye d'éclairer le présent avec le passé et le passé avec le présent, et tu verras, ça ira. Et ça, sincèrement, je te le dois, profondément. Cred că această introducere la superlativ este un bun argument ca să continuăm ceea ce aici. Da. Și eu mă întreb de ce am avut această, ca să spun așa, pasiune pentru istoria prezentului. Într-un fel îmi spun că este un fel de a se comporta o atitudine a imigrantului, a celui care a ales exilul, pentru că e important să te uiți înainte și să nu te uiți înapoi. Deci, și asta înseamnă să te interesezi la ceea ce e prezentul, ceea ce este contemporaneitatea. Dar poate sunt alte explicații. Deci, am să reiau acest eveniment, deci care s-a întâmplat în urmă câțiva ani, timpul trece repede. Am fost de altfel solicitat în cadrul sezonului în Franța-România să organizez o expoziție la Paris. Paris este un minunat oraș, dar extrem de dificil de a găsi un loc pentru a face expoziții, organiza evenimente. Și muzeele și instituțiile artistice sunt reticente, nu sunt în principiu interesate în mod special de evenimente care li se par ca un soi de, ca să spun așa, o propagandă națională. Deci, și ideea mi-a venit din pricina faptului că am auzit că în acest arhitectură extrem de interesantă, e o clădire
desenată și imaginată de Oscar Niemeyer, arhitect brazilian, cel care a conceput Brazilia, figură majoră a arhitecturii moderne și personalitate iconică, care a fost refugiat la Paris în anii 60 din pricina dictaturii colonelilor și fiindcă avea, ca să spun așa, sensibilități de om de stânga, a fost solicitat de Partidul Comunist ca să conceapă sediul partidului și a creat această clădire, care e o clădire mitică la Paris și pe care nimeni în mod normal nu o vizitează. De exemplu, pentru că e sediul unui partid politic, partidele politice n-au nici poftă, nici interes ca să vadă lume zilnic în clădirea lor. Și Partidul Comunist, care a fost un partid extrem de important în Franța în anii 60, 50-60, a pierdut mult din putere, din prezență, din politică și a devenit, ca să spun așa, un partid pauperizat și nu are mijloacele să întrețină această clădire și din pricina asta s-au hotărât să închirieze spațiile pentru diferite evenimente. Și am citit în ziar că a fost un defile Prada în acest loc și asta mi-a dat ideea să-i solicit pentru a mă folosi de acest loc. În zilele patrimoniului e o coadă de nu știu câte sute de metri în fața acestei clădiri, pentru că lumea vrea într-adevăr să viziteze. Deci, sala congreselor, auditorium este și un spațiu absolut incredibil, iconic și puteți să vedeți spațiile de la parter, unde într-adevăr toată întrebarea era cum se poate organiza o expoziție, deci de prezenta opere de artă în acest spațiu. Și ideea, am solicitat un prieten scenograf, Vincent Le Bourdon, care a avut această minunată idee, fiindcă e o clădire de arhitectură modernă făcută din beton și sticlă. El a avut această idee să se folosească de aceste grile de fier, care sunt folosite în turnarea betonului, și asta le-am folosit ca și panotare, pentru a panota această expoziție. Și atunci ne-am folosit și am expus diferite... Expoziția s-a chemat Exist și era despre avangarde ale trecutului și ale prezentului în România, bineînțeles. Și expuneam lucrări din începutul secolului 20, începutul era cu Brâncuș, până în perioada contemporană. Ceea ce vedeți aici este o lucrare în bronz dintr-o serie a doamnei Ana Lupaș. Ionica Grigorescu, Paul Neagu și această lucrare a lui Ciprian Mureșan, pe care de altfel puteți o vedeți în zilele astea, pentru că este expusă la cazarma din Timișoara, într-o expoziție intitulată După sculptură. Deci, expoziția, din fericire, ca să spun așa, a avut un imens succes, poate nu tocmai din pricina exponatelor sau a conținutului expoziției, ci din pricina faptului că lumea voia să vină și să viziteze acest loc
interesant și curioși, dar în același timp toți cei care au venit au considerat că, într-adevăr, mai întâi a fost o surpriză pentru multă lume, nume cunoscute din istoria artei și au realizat și chiar persoane apropiate cu cultură importantă și au realizat că mulți artiști de care știau detaliul semnificativ al faptului că erau născuți în România sau veneau din România, deci l-au aflat în acest moment. Trebuie să vă mărturisesc că am vizitat foarte multe muzee de diverse tipuri, dar muzeul pe care îl consider eu exemplar, din toate punctele de vedere, din punct de vedere al colecțiilor pe care le posedă, din punct de vedere al programului expozițiilor temporare, din punct de vedere al textelor cu caracter științific care însoțesc expozițiile, din punct de vedere al finanțării pe care și-o asumă, pentru că de fiecare dată când organizează expoziții temporare împrumută cele mai valoroase piese, cele mai semnificative piese pentru tema respectivă, din punct de vedere al personalului care este extrem de calificat și cred că am cunoscut acolo cele mai, cum să vă spun, titrate persoane din punct de vedere al expertizei în artă în general și în arta contemporană în special. Și aici mă refer la Centrul Pompidou, la Muzeul Național de Artă Modernă, așa cum este numele său complet, și cred că așa ca atunci când facem pelerinaje în diverse locuri care ne insuflă o energie spirituală, cred că suntem datori, sau cel puțin acest lucru ne încarcă cu o anumită energie atunci când vizităm expozițiile de la Centrul Pompidou, fie că acestea sunt expozițiile temporare sau expoziția permanentă care, și aici este o nouă inovație pe care acest muzeu a adus-o, expoziția permanentă se reînnoiește la fiecare 2 ani, folosind adică după anumite criterii, lăsând anumite teme de citire a artei moderne. Și din acest punct de vedere, din nou, muzeul este un exemplu, este un exemplu strălucitor. Mă întorc la Bernard, care era director al Centrului Pompidou în perioada sezonului România-Franța, să-l întreb ce fel de angajament a însemnat participarea la acest proiect național. Nu știu dacă știți, dar genul acesta de proiecte culturale au însemnat în anii anteriori proiecte care au vizat relația cu India, spre exemplu, sau au fost alte proiecte despre care îl invit pe Bernard să ne spună mai multe lucruri. Il y a un mot que je retiendrai dans ce que tu as dit, c'est le mot d'engagement. Vous savez qu'en France, on n'utilise plus tellement la notion d'engagement parce qu'elle est très liée à la personnalité philosophique de Jean-Paul Sartre. Et on sait combien Jean-Paul Sartre, grande figure, grand philosophe, s'est trompé quant à certaines décisions politiques qu'il a pu prendre à une époque, au point que c'est un mot qu'on utilise avec beaucoup de précaution. Mais moi, je crois en l'engagement. Il y a un autre philosophe qui dit « L'engagement est une décision pour une cause imparfaite ». Cela veut dire que s'engager, c'est accepter de pouvoir se tromper. Mais même si l'on se trompe et qu'on garde sa raison, je crois qu'on ne fait pas fausse route. Et le Centre Pompidou,
pour les gens de ma génération, a été évidemment ce moment absolument incroyable où une structure si novatrice dans sa forme permettait toutes les expérimentations en art plastique, en spectacle vivant, en théâtre, en littérature. Et ces expérimentations se jouaient sous nos yeux. On entrait dans le centre Pompidou et l'on voyait des grands chorégraphes répéter. On allait dans des salles de spectacle et l'on voyait des œuvres aussi en train de se créer. On est sorti de cette seule idée du patrimoine et du passé pour essayer de vivre l'œuvre et la création au présent. Et tout cela s'est fait pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi en arrière-plan cette extraordinaire collection. Vous le savez, la collection du Musée national d'art moderne du Centre Pompidou, c'est aujourd'hui une des deux grandes collections d'art moderne et contemporain du monde, avec la collection du Musée d'art moderne de New York. Mais au-delà de la quantité des œuvres, c'était en permanence de cette relation entre passé et présent, présent qui éclaire le passé, passé qui éclaire le présent, que on avait le sentiment que l'expérience du musée était une expérience tout à fait inédite. Cela tient certainement au génie de l'architecture, qui aujourd'hui a 50 ans, un demi-siècle, et qui reste probablement le bâtiment le plus inventif que l'on ait créé en matière de musée. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais vous le savez, c'est un bâtiment qui est conçu comme une véritable machine. Et plus encore, je reprendrai l'idée d'un autre philosophe, Gilles Deleuze, que vous connaissez, c'est une machine désirante. C'est-à-dire c'est une machine qui génère du désir, qui appelle du désir. Et ce désir, c'est d'abord la curiosité. Et si vous êtes poussé, j'en parlais tout à l'heure, par cette curiosité, entrer au Centre Pompidou, ça n'est pas retrouver l'histoire dans sa linéarité, ça n'est pas retrouver l'histoire comme, si vous voulez, un fil que l'on déroule, c'est emprunter toutes les routes, c'est emprunter toutes les lignes de fuite, c'est se perdre. Il n'y a rien de plus formidable au Centre Pompidou que de se perdre. Rassurez-vous, on se perd et on se retrouve. Mais se perdre, c'est entrer un peu dans le labyrinthe. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'absolument inégalable. Alors oui, la collection est extraordinaire, mais la collection, elle prouve aussi quelque chose, c'est que on peut toujours tout espérer. Quand la collection a été présentée à l'ouverture du Centre Pompidou, elle était médiocre, avec des retards considérables. Il n'y avait pas de collection de photos, il n'y avait pas de collection d'architecture, il n'y avait pas de collection de design. Il y avait des manques idéologiques considérables dans certains domaines de la création. Eh bien, la maison et les gens qui ont travaillé ont stimulé tout ça, de telle sorte que la collection, malgré tout ce que nous savons du prix de l'art et des difficultés de constituer aujourd'hui quelque chose, la collection s'est absolument métamorphosée. Il y a eu cet entraînement, si vous voulez. Il y a eu cette exaltation. Et ce qui est en question aujourd'hui, c'est que ça continue, que ça ne s'essouffle pas, que ça ne se fatigue pas. Et donc, le centre, effectivement, va fermer pendant 5 ans pour des travaux qu'il faut faire. 245 millions de visiteurs.
de 145 millions de visiteurs. Le centre va donc fermer, j'espère, pour relancer la machine. Parce que le centre a donné, en quelque sorte, le signe de la nécessité de repenser la fonction du musée, mais d'autres établissements aujourd'hui ont évidemment montré un dynamisme tout à fait extraordinaire. Et donc, moi, j'accueille la fermeture du Centre Pompidou comme une opportunité. Et parmi ces opportunités, ce sera entre autres celle de montrer la collection et d'utiliser la collection comme un support d'échange, de discussion, de travail. Je ne sais pas, tu as mis quelques photos, dis-tu, bon, qui montrent évidemment l'état de la collection photographique. Oui, et bon, bien évidemment, quand on voit des photos de Jessica Athanasiou, on pense évidemment aux liens aux avant-gardes et à la Roumanie. Ça marche ton truc? En appuyant sur quoi? Tout en bas? Bah non, ça marche pas. Quand on voit la collection, bon, il n'y avait pas, mes amis, de collection photographique constituée à l'ouverture du Centre Pompidou. La photo était considérée dans les années 1976 comme un genre mineur. Aujourd'hui, elle est une des 3 grandes collections du monde. Idem pour le dadaïsme, qui était considéré comme quelque chose de très farfelu par rapport au surréalisme. Mais il est clair que l'enrichissement de la collection ou la grande exposition Dada ont permis de prendre la mesure du mouvement peut-être le plus décisif des avant-gardes historiques, dont le chef de file est votre compatriote Tristan Tzara. Autre exemple que tu montres ici, oui, des photographies donc de Aurel Bauer et de beaucoup d'autres qui sont entrés justement dans la collection à cette époque et qui montrent combien dans les années 30 la photographie métamorphose, comme disait Walter Benjamin, métamorphose notre regard sur la création. D'autres exemples, bien sûr avec Brancusi. Imaginez que cet homme arrive à Paris au début du XXe siècle, en 1904. Il va chez Rodin. Les choses ne se passent pas très bien entre les deux. Et Brancusi va s'installer à Paris, devenir le complice de Marcel Duchamp. Ils vont visiter ensemble des expositions et c'est l'Amérique qui va offrir à Brancusi la notoriété que vous connaissez. Mais cet homme, sans enfant, va léguer toute son œuvre à la France, à sa mort, au point que nous avons reconstitué son atelier et son studio. Mais pendant longtemps, le regard qu'on portait sur l'œuvre de Brancusi était un regard, je dirais, inscrit dans la tradition moderniste. Aujourd'hui, on montre la complexité même de son œuvre, l'enracinement intellectuel à sa culture d'origine, le rapport à la culture vernaculaire. Et donc les œuvres, elles ne sont pas statiques, elles sont des outils, si vous voulez, pour repenser justement la création et pour montrer qu'un homme comme Brancusi, certes, est un sculpteur, un photographe, un cinéaste, que son atelier était le lieu de toutes les expériences. On y dansait, on y performait, on y faisait tout ce que vous voulez. On y cuisinait aussi également, et qui avait l'idée de ce que les Allemands appellent un Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale. Qu'est-ce que tu nous as mis aussi comme image?
Il nous a mis une image de Theodor Brauner, mais pas de Victor. Tout simplement pour montrer que, si vous voulez, cette famille absolument extraordinaire a été, à un moment donné, donc exilée, et le pivot de cette culture surréaliste d'origine juive, qui avait fui la Roumanie dans ces années pour les raisons que nous connaissons. Mais aujourd'hui, où Victor Brauner est évidemment illustre, probablement vu l'exposition de Timișoara, Călin prépare également un projet autour de Brauner. On regarde plus loin, on regarde Théodore, le frère, très grand photographe. On regarde d'ailleurs le troisième aussi, Harry, pour montrer combien il y a à un moment donné quelque chose de tout à fait prodigieux. Donc, si vous voulez, ce que je veux simplement dire, c'est que une collection, ça n'est intéressant qu'à partir du moment où c'est un objet d'étude. Et dès lors que c'est un objet d'étude, c'est un objet de découverte. Qu'est-ce que tu as mis encore derrière? Ah, Victor, oui. Ça aussi, c'est une très belle histoire. Imaginez que donc Brauner vient à Paris, vit une vie très difficile, commence à avoir un peu de succès à la fin des années 50, meurt jeune finalement, à 62 ans, ce qui est tôt, et sa veuve, Jacqueline, va distribuer dans tous les musées français la collection même dont elle a hérité, de telle sorte que à Paris, à Saint-Étienne, à Marseille, à Grenoble, vous avez des ensembles absolument extraordinaires de cet artiste. Et ça, c'est fondamental parce que, encore une fois, un artiste comme Brauner, on ne peut pas le réduire à l'expérience surréaliste. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un éditeur, c'est un homme dans la complexité des grands intellectuels de son pays d'origine. Là, vous voyez, la couverture de Vent-Ombre, on est en 1935. Il a joué un rôle capital ici même, dans Bucarest. Et je me souviens, quand j'ai rencontré, non pas Brauner, je suis trop jeune, et lui était hélas déjà mort, mais quand j'ai rencontré Gerasim Luca, il m'a d'abord demandé si je connaissais Victor Brauner. Mais pas Victor Brauner physiquement, puisqu'il n'était plus là, mais Victor Brauner en tant qu'intellectuel, en tant qu'alchimiste, en tant qu'ésotéricien, en tant que figure absolument essentielle de l'art de son temps. Il y a une expression que j'aime bien. On parle de ministère de la culture. Moi, je fais la différence entre l'art et la culture. Le cinéaste Jean-Luc Godard disait « La culture, c'est la règle, mais l'art, c'est l'exception. » Et moi, ce qui m'intéresse avant tout, évidemment, sont les exceptions. Et à travers des gens comme Brauner, on avait évidemment une figure absolument d'exception. Bon, un portrait de Man Ray, le grand copain, l'ami, l'ami de Duchamp, l'ami de Brancusi, l'américain, le juif américain venu à Paris. Et toujours, quand je vois Man Ray, je me suis dit que pendant si longtemps, on l'a considéré comme un photographe de mode et qu'il a fallu que cette œuvre absolument immense, puisse être justement présentée de manière beaucoup plus ample. Le Centre Pompidou devait faire une grande exposition justement consacrée à Man Ray pour qu'on réfléchisse au statut de la photographie, au statut même de la photographie. Mais vous voyez ces complicités, ces amis. Une chose dont je parlais avec l'un d'entre vous tout à l'heure, les gens ont beaucoup plus circulé qu'on ne le pense.
Dans l'Europe du XXe siècle, pour ne pas parler de l'Amérique, Marcel Duchamp a fait 17 voyages aux États-Unis, au début du XXe siècle, 17 voyages. Mais, fondamental, tous ces gens échangeaient. Ils allaient d'un pays à un autre, donner des conférences, échanger leurs idées. Les grands formalistes russes, comme Lissitsky, étaient en contact avec les gens du dadaïsme. Les revues publiaient des textes que les nationalistes appelaient du cosmopolitisme, mais c'est fondamentalement là qu'une certaine idée de la modernité a existé. Le danger, et je m'en fous si d'autres pensent le contraire, c'est les nationalismes. C'est le repli, c'est la mort même d'un pays à partir du moment où il se replie. Et les avant-gardes, c'est justement le refus des nationalismes. Et c'est ça, je crois, qu'on apprend aussi à travers une collection de cette ampleur. Qu'est-ce que tu as mis d'autre encore? Ah, oui, ben justement, nous y voilà. René Char, très grande figure de la poésie française, vous savez, très militant, grand résistant pendant la guerre, a été illustré par Victor Brauner. Et si vous faites un peu l'inventaire de ce que les surréalistes ont pu faire, la fraternité même que les surréalistes ont exaltée, tout cela me paraît fondamental à exalter aujourd'hui, à retrouver aujourd'hui. Idem si l'on voit une Gisèle Freund, juive, allemande, qui ici fait un portrait de Paul Celan, lequel Paul Celan aujourd'hui est la source d'inspiration d'un peintre d'origine allemande installé en France, qui est Anselm Kiefer. Pour le meilleur et pour le pire, je ne juge pas, mais la réalité, elle est là, dans cette circulation absolument extraordinaire des formes et des idées. Oui, vous avez entendu ce que dit Ami, Paul Celan, qui est né dans la Bucovine. Laquelle Bucovine, c'est important de le dire quand on voit ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle, faisait partie de la Roumanie. Seducător acest discurs care ne-a purtat prin istoria artei. Eu aș reveni la lucruri care cred că interesează audiența prezentă astăzi aici și vreau să mă refer la o chestiune care mă interesează și pe mine. Bernard, cum se face politica expozițională a Centrului Pompidou? Cum se aleg expozițiile care se organizează? Pentru că probabil sunt, nu știu, sute, poate mii de propuneri expoziționale sau de nu știu, parteneriate și totuși Pompidou vine cu un program care, spre exemplu, în ultimii 15 ani a marcat momentele aniversare ale avangardelor istorice, cum a fost mișcarea Dada sau suprarealismul sau cubismul. Totuși, dincolo de aceste lucruri care țin de istoria artei, au fost suficiente expoziții care, cel puțin mie, mi-au scăpat ca referință. Din acest motiv aș vrea să știu și probabil și cei care se află în sală, cum se decide felul în care Centrul Pompidou funcționează? Comment ça marche? Si ça marche. On travaille en équipe. C'est une immense équipe. C'est une très grande équipe de conservateurs, une très grande équipe de chercheurs. Et on échange autant qu'on le peut pour essayer de mettre en évidence des moments historiques que l'on connaît trop mal.
lorsque le Centre Pompidou a ouvert, il était dirigé par un Suédois, Pontus Hultén, qui s'est dit, c'est fondamental, il faut essayer de montrer les liens européens qui ont pu exister entre des grandes villes, Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moscou, etc., etc. Puis ensuite, il s'est demandé s'il ne fallait pas aussi s'ouvrir à des artistes que l'on négligeait, parce que la France restait repliée sur elle-même. Je ne voudrais pas que vous ayez une idée de la France, comment dirais-je, je ne suis pas là pour faire la célébration de la France, je suis là pour avoir un regard critique avec vous sur une situation qu'à mon avis, la structure même du Centre Pompidou a permis de métamorphoser. Donc ensuite, les choix, ils sont liés, je dirais, à ce qui nous conduit toujours à faire des expositions, la disponibilité des œuvres, le désir de certains partenaires qui sont des collègues, un état de la recherche intellectuelle, des travaux qui permettent d'avancer pour la connaissance d'une œuvre. Mais tu sais, c'est plus irrationnel que tu penses. Ça n'est pas, comment dirais-je, construit selon une stratégie particulière. C'est plutôt lié à l'idée de découvrir ce que l'on ne connaît pas. Et c'est aussi lié en permanence, maintenant que nous sommes dans ce qu'on appelle la mondialisation, à prendre des positions claires sur différents sujets que nous ignorions. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas tellement longtemps, le débat, c'était l'Europe et l'Amérique. Aujourd'hui, le monde entier vous sollicite. Et les 5 continents, sans parler de l'espace, vous sollicitent également. Donc il faut redéfinir cette politique. Il faut aussi la redéfinir en fonction des grands sujets de société. On ne parlait pas des sujets d'écologie, on ne parlait pas des sujets de genders, de genre, on ne parlait pas des sujets liés à la situation post-coloniale. Or, tous ces sujets-là sont aujourd'hui des sujets qui sont traités par la plupart des grandes institutions culturelles du monde. Simplement, peut-être que le Centre Pompidou essaye d'avoir toujours un point de vue historique sur ces sujets et pas un point de vue de seule subjectivité. Alors je ne sais pas s'il le fait bien, s'il ne le fait pas bien. Je crois qu'il faut faire les choses pour se rendre compte si c'est bien ou pas bien. Mais il faut considérer l'exposition comme un lieu discursif, comme un espace, si vous voulez, d'échange. Et je pense que des fois, nous avons été un peu timorés. Vous comprenez le mot timoré? Je pense que parfois, nous n'avons pas été assez courageux. Je pense que parfois, nous n'avons pas abordé les sujets avec suffisamment de clarté. Mais par contre, ce qui a toujours été formidable, c'est qu'on pouvait toujours les aborder de manière pluridisciplinaire, interdisciplinaire, et qu'on pouvait toujours conjuguer l'acte d'exposition et l'acte d'acquisition. Et je pense que c'est ça qui, d'une certaine façon, est fondamental de préserver, de faire avancer simultanément les deux. Et puis, moi, je veux rendre hommage aussi à ces sociétés d'amis qui nous ont aidés considérablement. Je veux rendre hommage aussi aux donateurs qui sont gigantesques. Avant de quitter le centre, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai reçu 2 donations considérables. Une était une donation d'art brut. Nous avions oublié l'art brut. Nous considérions que c'était l'art des fous.
au point que Jean Dubuffet avait donné sa collection au musée de Lausanne, en Suisse. Et j'ai eu la chance de nouer une relation très forte avec un grand collectionneur d'art brut qui nous a donné 1000 pièces de sa collection. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire entrer cette collection. Les gens me disaient « mais pourquoi ? Est-ce que c'est à nous de l'avoir ?» etc. Moi, je pensais que c'était très important. J'ai pris ce risque. C'est un risque mesuré. Une autre chose, un collectionneur qui avait toute sa vie, vous, ça vous intéresse, réuni ce qu'on appelle des petits papiers, des tracts, des documents. Paul Destribatz, connu dans le monde entier, nous a donné les 11 000 pièces de sa collection, qui a fait que le Centre Pompidou a aujourd'hui la plus grande collection du monde de tout ce domaine-là. Ça, c'était aussi, si vous voulez, à un moment donné, ces relations de confiance, l'idée que les choses se terminent. Finalement, vous savez, je vais vous apprendre une chose. On va tous mourir. Mais il vaut mieux essayer, une fois qu'on est convaincu qu'on va tous mourir, de faire de l'expérience de sa vie une expérience partagée. Et les grands collectionneurs sont ceux, ou les grands donateurs, sont ceux qui ont conscience qu'à un moment donné, il faut partager les choses. Et je dois dire que le centre a favorisé ça. Mais c'est aussi parce qu'il y a 15 000 visiteurs par jour. Et qu'avec 15 000 visiteurs par jour, vous vous dites que vous ne travaillez pas pour rien. Moi, j'ai dirigé à une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, les musées de Marseille. Je me mettais devant la porte et j'attendais les clients. Vous savez, comme les filles qui font le trottoir. Mais à l'époque, j'étais plus jeune, donc ça pouvait marcher. Mais c'était désespérant. Au Centre Pompidou, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que sans même avoir à draguer les gens sur le trottoir, ils rentrent. La acest punct aș vrea să insist puțin și să te întreb care au fost cele mai importante realizări în timpul mandatelor tale? D'être resté en bonne santé. C'est pas les miens, c'est des succès partagés. Je pense d'avoir réussi à travailler collégialement. Je pense d'avoir réussi à ce qu'on ait du plaisir à partager des choses ensemble, à ce que la maison soit joyeuse, parce qu'on fait des métiers absolument merveilleux. Mes succès, c'est d'avoir trouvé beaucoup de fric, beaucoup d'argent, beaucoup de donations. Et peut-être le plus beau succès, j'espère, mais ça, Ami, il peut répondre, c'est d'avoir donné confiance en la profession, j'espère, et d'abord aux artistes. Parce que quand vous vous occupez d'art vivant, pas que, mais beaucoup d'art vivant, tout ça n'existe qu'avec les artistes. Et j'espère que les artistes nous ont fait confiance. J'espère. Ami, pentru tine care au fost cele mai importante realizări în cariera ta de curator, în primul rând, și apoi ai condus atât instituții importante în Franța, în regiune, dar și la Paris, nu? Da. Voiam doar să amintesc că Bernard Blisten, înainte de a fi directorul Centrului Pompidou, Muzeul Național, a fost vreme de câțiva ani directorul Departamentului de Cercetare și de Dezvoltare a Centrului Pompidou și în cadrul acesta el a organizat în fiecare an un eveniment care a fost un eveniment de răscruce în felul de a gândi și prezenta arta și artiștii, care se chema Le Nouveau Festival, Noul Festival, și care a schimbat într-un mod radical atitudinea generală a instituției și a fost
pentru că a inclus tot ce ține de eveniment, de ideea de eveniment, performanță, dans, muzică, teatru și era în fiecare an dura o lună de zile și era un moment așteptat de toată comunitatea spectatorilor și vizitatorilor și deci a fost absolut un moment crucial și extrem de important. Pentru mine... Tu es gentil, je m'excuse, je t'interromps. J'ai fait ça parce que j'aime le bricolage. On dit toujours, on dit toujours du Centre Pompidou que c'est une machine qui sait faire de belles expositions, de belles scénographies. Tu le dis, Kaline, c'est vrai. Mais moi, j'aime le bricolage. J'aime le bricolage comme le définit Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Le bricolage, c'est la pensée magique. Vous savez, c'est ce qui fait naître justement quelque part la magie des choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce truc. Et tu es gentil de le rappeler. Je suis toujours prêt à bricoler. Si tu veux qu'on bricole, on bricole. În colaborarea cu Bernard Blisten, care au fost momente extrem de puternice și interesante, în 2002 am organizat împreună o serie de expoziții, au fost 14 expoziții în multe orașe din Franța, Strasbourg, Nantes, Avignon, Arles, Marseille, o serie de evenimente care se chemau Trezor Public, de altfel există o soi de catalog, carte care are aproape 1000 de pagini despre acest eveniment pe care l-am organizat împreună. A fost o adevărată aventură și am expus peste 1500 de opere într-un răstimp scurt. Eram ca și, cred că eram alucinați în acel moment, fără să ne dăm seama ce efort a reprezentat, ce aventură incredibilă a reprezentat. La fel, cu Bernard am organizat un eveniment în 2008, un soi de bienală la Ierusalim, pe care am intitulat-o Can Art Do More? Poate arta să facă în plus? Și o expoziție de artă contemporană care până în ziua de azi a rămas ca o referință. Mi se întâmplă des să întâlnesc persoane care îmi amintesc de acest eveniment și care îmi spun că a fost pentru ei un moment important, că au învățat-o și că artiștii pe care i-am prezentat și i-am ilustrat în această expoziție sunt, până și în ziua de azi, au rămas ca nume de referință și care continuă de altfel niște cariere de frunte. Printre alte proiecte am făcut bienale. În ultimii ani am fost curatorul Bienalei Art Encounters în 2017 la Timișoara cu Diana Marincu, co-curatoare, pe care am intitulat-o Viața în mod de întrebuințare, după o carte celebră a lui Georges Perec. Am făcut o bienală la Montreal în 2018, Georges Perec. În 2018 am făcut o bienală în Coreea de Sud, am fost curatorul pavilionului român la Bienala de la Veneția, deci au fost momente cheie în cariera mea, printre care au contat mult. În 1992 am avut ocazia, puțin din întâmplare, că cineva mi-a recomandat că mă duc la Los Angeles și în răstimp de 5 zile am întâlnit niște personalități uluitoare
John Baldessari, Chris Burden, Nancy Robbins, Mike Kelly, Charlie Ray, în răstim de 5 zile și aș spune că acest moment cheie cred că mi-a schimbat și viziunea despre artă și țin minte că m-am întors din Los Angeles prin New York și la New York o prietenă care pe vremea aceea era curatoare la MoMA, se ocupa de departamentul film, a organizat o cină și a invitat diverse persoane și eu, fiind la New York, n-am încetat să vorbesc de Los Angeles și fără să realizez că între cele două orașe era așa o discrepanță și lumea se uita la mine ca un cretin, sincer. Pentru ei, într-adevăr, două lumi total diferite. Deci, și atunci am realizat că, într-adevăr, sunt aceeași țară și două orașe importante, dar cu un context artistic atât de diferit, total diferit. Dar pentru mine a contat enorm și alte experiențe pe care le-am avut în anii 90. Anii 90 pentru mine au fost ani faști și extrem de interesanți pentru că a fost un moment în care noile generații de artiști au început să aibă ca referință perioada radicală de sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Înainte, referințele erau mai degrabă istorice și astfel am acompaniat această generație de artiști francezi tineri, Pierre Huyghe, Philippe Pareno, Dominique González Foerster, care s-a dovedit după aceea ca fiind într-adevăr personalități de frunte și asta mi-a și de altfel creat o reputație când artiștii pe care îi susții și îi sprijin și îi prezinți devin niște referințe istorice, asta aduce de la sine și ca să spuneți, îți îmbunătățește propria reputație. Apropo de acest parcurs internațional, aș vrea să atingem acum problema globalizării artei. De câțiva ani, Centrul Pompidou are o antenă la Shanghai. Conduci Canal Bruxelles, care este o altă antenă a Centrului Pompidou la Bruxelles. Aș vrea să știu puțin de ce această orientare, în primul rând, către China, Shanghai, Pompidou Shanghai, și pe ce contează Centrul Pompidou când face un asemenea demers? Exportă cultură, exportă artă, exportă un model cultural sau pur și simplu e o altă vitrină, un alt spațiu de expunere a artei? Il y a plusieurs façons de répondre à ta question, mais il y a une façon diplomatique et il y a une façon honnête. Je vais essayer, bien que je sois devant deux diplomates, sans vouloir dire qu'être diplomate, ce n'est pas être honnête, mais je vais essayer de répondre de manière franche. À la différence du Musée d'Art moderne de New York, qui n'a pas voulu avoir une politique hors ses murs, si ce n'est en prêtant des œuvres dans des musées américains, mais bien évidemment dans des musées étrangers, le Centre Pompidou a mené plusieurs expériences d'institutions à l'extérieur. À l'origine, l'idée était de faire ce qu'on appelle des pop-up, c'est-à-dire de faire des expériences brèves, 5 ans. Et l'idée était de signer un contrat
avec un pays pour établir un programme pendant 5 années et aller ailleurs. À chaque fois que nous l'avons fait, au bout des 5 années, le pays avec lequel nous travaillons voulait continuer. Pourquoi? Parce que le Centre Pompidou, c'est un brand, une marque, et que ça avait bien évidemment pour eux des conséquences extrêmement favorables. La seule fois où j'ai eu des difficultés, même à titre personnel, c'est à Bruxelles. Quand j'étais à Shanghai, la situation de la Chine n'était pas ce qu'elle est devenue quelques années après. Le projet avait été construit avant le durcissement de la politique du régime chinois. Lorsque nous sommes allés en Espagne, dans le sud, à Malaga, c'était avant la montée des extrémismes de droite durs qu'il y a aujourd'hui dans l'Espagne du Sud. Mais lorsque je suis allé à Bruxelles, je n'ai pas mesuré que dans cette ville francophone, dans une région qui est une région flamande, il y aurait un antagonisme si fort entre la culture française et la culture belge. Et j'ai pris en pleine figure cet antagonisme. Les gens me disant vous vous prenez pour Napoléon et vous revenez encore une fois en Belgique pour imposer votre loi. Je n'ai pas mesuré non plus que quand j'étais à Bruxelles, Bruxelles avait perdu, si vous voulez, sa puissance économique au détriment de Antwerpen, de Anvers, et que dans un tout petit pays comme la Belgique, la culture fonctionne selon presque une logique de vase communicant. Et les Belges m'ont fait remarquer que je n'étais pas bienvenu. Même si un type comme moi connaissait très très bien la Belgique, très très bien, ses collectionneurs, ses musées, ses artistes, avec lesquels j'avais énormément travaillé, et dont j'avais acquis un nombre considérable de pièces pour les collections publiques, et même plus modestement à titre personnel, beaucoup plus modestement. Mais si vous voulez, finalement ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a beau être le Centre Pompidou, qu'on a beau avoir cette collection qui est une sorte de puissance de frappe, si vous voulez, ben, parfois quand on frappe, on prend le bâton dans la figure. Et je me suis rendu compte, ce qui d'ailleurs rejoint ce que j'ai appris de Ami, c'est qu'on ne peut rien penser sans la logique des contextes. Sans la logique des contextes. Moi, je ne voulais pas aller, par exemple, en Israël. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas la politique impérialiste d'Israël. Pas plus que tu ne l'aimais d'ailleurs toi-même. Et que je faisais partie de ces, entre guillemets, intellectuels français qui considéraient qu'Israël avait une attitude en Palestine absolument dégueulasse. Donc je ne voulais pas y aller. Et c'est toi qui m'as poussé à y aller voir. Et je dois dire que quand j'y suis allé, la situation n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec cet immonde Netanyahou qui a repris le pouvoir. Mais elle était quand même une situation où la tension qui existait, si vous voulez, entre les différents pays, entre les différentes cultures, était évidemment absolument fascinante à comprendre. Je me souviens que j'étais allé un soir
avec le grand cinéaste Amos Gitaï, me promener en voiture pour qu'il m'explique un peu la topographie même d'Israël, les camps de réfugiés, la situation des Palestiniens, etc., etc. Et que j'étais revenu en me disant, ça doit avoir un impact dans le projet qu'on doit faire tous les deux. Et tu te souviens, en invitant des artistes comme Latifa Eshash, en invitant un artiste comme Victor Mann, par exemple, beaucoup d'autres, Claire Fontaine, on a utilisé la proposition qui nous était faite pour créer une forme de réactivité auprès des publics. Et ça me plaît d'entendre aujourd'hui qu'on te dit encore, quand tu vas en Israël, que cette exposition a été une sorte de stimulus. Il y a une chose que j'aime beaucoup. Des fois, j'aime bien faire des citations parce que ça donne l'impression que je suis très cultivé. Mais comme je répète toujours les mêmes, et c'est une citation que j'aime beaucoup de Jean-Luc Godard, que j'aime beaucoup, c'est pas très original, qui dit que veut l'art, tout. Que peut l'art, rien. Que fait l'art, quelque chose. Et c'était pour ça qu'on avait appelé notre exposition Can Art Do More? C'est parce qu'on avait l'idée, ça rejoint l'idée du bricolage qu'on évoquait tout à l'heure, bon, qu'il faut essayer des trucs. Mais rassure-toi, tu me demandais tout à l'heure quels étaient les succès, il y a aussi eu des échecs. Et il y en aura encore. Pentru că am ajuns în acest moment, aș vrea să vă invit, pentru că acesta este formatul întâlnirilor la muzeu, să invităm publicul să intervină cu propriile întrebări sau, știu, alte puncte de vedere. Așa că acest microfon vă este oferit. La première question, c'est toujours la plus difficile. Moi, je peux la poser si vous voulez. Pourquoi vous êtes là? Si vous pouvez nous donner un exemple d'échec. Un petit échec. Un exemple d'échec. Un petit exemple. Oh non, des gros, même si vous voulez. Des gros. Des expos ratés. Des expos qui manquent de radicalité. Des expos qui sont des compromis démagogiques. Des expos qui sont faites trop vite. Des expos qui donnent le sentiment qu'on prend, comme on dit, le train en marche. Des expos qui veulent essayer de donner le sentiment qu'on est up-to-date alors qu'on est old-fashioned. Des expos qui ne sont que des expos. Des expos qui ne génèrent pas du débat. Des expos qui ne rencontrent pas de public. Parce que moi, je crois beaucoup au public. Beaucoup. Quand un spectacle ne marche pas, et nous sommes des montreurs, hein, les torts sont partagés. C'est pas uniquement parce que le public préférait regarder Netflix, c'est aussi parce que parfois le projet est mal foutu. Donc je ne peux pas vous donner
un nom parce que ce serait idiot et méchant. Et quand on a mon âge, on n'a plus envie d'être méchant. Quand j'étais jeune, je pouvais être très méchant, mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être méchant. Mais par contre, je peux vous donner quantité de raisons qui font que ça marche pas, ou que c'est pas bien, ou que ça vient pas au bon moment, ou que c'est pas... Parce que si vous voulez, l'expo, c'est pas la seule et unique possibilité de répondre à un projet. Il y a des expos pour lesquelles la publication est plus importante. Il y a aussi des expos qu'il faut savoir ne pas faire. Quand on se réunit avec l'équipe et qu'on travaille, il y a des gens qui vous disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais il faut faire des choix, évidemment. Mais parfois, le bon choix, c'est de décider de ne pas faire l'expo. Parce que tout ne peut pas se matérialiser, se résoudre par l'exposition. Parfois, c'est mieux dans un livre. Ou parfois, c'est mieux que ça n'existe pas. Mais comme c'est difficile de faire une expo, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'argent, parfois on ne les fait pas. Mais par contre, hélas, parfois, comme on dit, on rate le coche. C'est un métier marrant, on passe notre temps à faire des listes. Parfois, vous parlez avec des collègues, ils vous disent « Ah non, moi je ne fais pas de liste. » C'est des menteurs. Ils font tous des listes. On fait la liste de tous les artistes qu'on n'a pas exposés, on fait la liste de tous les sujets qu'on aimerait traiter, on fait la liste de toutes les opportunités, puis après, on tourne un peu tout ça, et puis on voit ce qu'on arrive à faire. Mais on passe notre temps à faire des listes. Et par contre, je pense qu'on montre jamais assez ce qu'on aime. Et c'est très difficile lorsque vous êtes à la tête d'une équipe de 1000 personnes. Parce que le Centre Pompidou, c'est 1000 personnes. Ça fait beaucoup de gens. Că sunteți de acord cu mine că am asistat la o adevărată declarație de profesiune de credință. Eu n-am mai trăit așa ceva, ca într-un discurs atât de concentrat să fie exprimate atâtea lucruri care țin de esența unei profesii, de ceea ce înseamnă bucuriile, dar și amărăciunile acestei profesii. Mă bucur foarte mult că am fost împreună martori la această declarație care merită realmente să fie scrisă și recitită, pentru că realmente e ceva care ține de lucrurile pe care trebuie să le reiei, să le repeți, pentru că ele construiesc. Ele sunt lucruri care pot să te revitalizeze atunci când, nu știu, speranța moare sau nu ai suficientă energie să mergi mai departe. De altfel, aș vrea să reiau aici ce spunea dimineața domnul ministru al culturii, Romașcanu, la întâlnirea pe care am avut-o cu el, că dincolo de tot ceea ce înseamnă dificultățile acestor poziții de conducere, și aici vreau să subscriu, pentru că sunt atâtea responsabilități administrative, sunt lucruri care țin de identificarea unor resurse financiare, de diverse relații pe care le ai cu personalul propriu sau cu cel din exterior, cu presa și așa mai departe. Vin aceste momente realmente privilegiante în care ai ocazia să te întâlnești cu personalități de tipul celor care îmi stau alături sau, așa cum am spus de multe ori, ești în situația ca într-un timp foarte scurt ceea ce este doar în mintea ta să devină realitate. Și aici mă refer la expoziții, la evenimente care nu înseamnă doar expoziții, dar care înseamnă și genul acesta de conferințe sau lucruri care se întâmplă aici în proximitate de foarte multe ori, spectacole de muzică, de teatru,
și așa mai departe. De aceea le sunt foarte recunoscător celor doi invitați pentru acest moment, dar nu vreau să închei înainte de a folosi acest moment privilegiat și de a afla, pentru că observ în sală sunt foarte multe persoane care activează, ca să zic așa, să folosesc un cuvânt deja de lemn în domeniul artelor și care se întâlnesc frecvent cu o profesie care a apărut de puțină vreme, relativ puțină vreme în câmpul ocupațiilor, cea de curator. În limba franceză există un echivalent care este cel de conservator. În limba română acest lucru exprimă cu totul altceva. Este vorba de personalul care se ocupă îndeaproape de buna situație a obiectului de artă și de ceea ce înseamnă diversele etape tehnice care țin de rezistența sa în timp. Dar vreau să mă întorc la ceea ce înseamnă cuvântul acesta care vine din limba engleză, curator, și care asistăm în ultimii ani și care capătă extindere în ultimii ani în multe alte domenii, spre exemplu în domeniul cinemaului sau în domeniul teatrului sau muzicii, unde ne întâlnim cu diverse persoane care au această calitate declarată de curator. Vreau să-l întreb atât pe Bernard cât și pe Ami, ce înseamnă pentru ei în momentul de față această calitate de curator în sensul cel mai larg. Și am să-i dau cuvântul lui Ami pentru că, ca să zic așa, vine la rând. Într-adevăr, mă consider un curator, chiar de la bun început. Termenul a fost în sfârșit acceptat și în Franța, a durat ani de zile. Astăzi, secretarii de redacție a marilor ziare cotidiene, Le Monde, Libération, acceptă acest termen, care nu era acceptat în urmă cu 20 de ani. Pentru mine este persoana care, etimologic vorbind, are grijă de opere, are intermediarul între artist și public, dar în același timp este cel care pune la cale sau leagă idei. Cred că partea de gândire e tot atât de importantă ca și partea de a considera și a avea grijă, ca să spun așa, cum termenul indică, curare sau taking care, deci să ai grijă de artiști și de opere. J'aime beaucoup ce que dit Ami, et moi qui suis un conservateur, je me reconnais davantage dans la figure du curateur, qui est probablement plus proche de l'idée du bricoleur dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut rappeler les choses, je dirais, de façon honnête. La notion de curator, qui est un anglicisme, qui vient évidemment, est apparue en opposition à celle du conservateur. Le conservateur, ça n'était pas simplement celui qui conservait, mais c'était celui qui, dans le système français, avait fait des études et passé un concours qui le mettait en position d'avoir un poste dans un musée. Le système français est un système qui impose que pour avoir une fonction de direction dans un musée, vous soyez titulaire du diplôme de conservateur des musées de France. Là aussi, le Centre Pompidou a joué un rôle fondamental, puisque c'est la première institution française qui a permis
à un homme qui n'était pas conservateur des musées de France, mais qui était un curateur international, Pontus Sulten, qui avait été directeur du Moderna Museet de Stockholm, de devenir le premier directeur du Centre Pompidou. Plus tard, d'ailleurs, c'est un grand historien de l'art allemand, Werner Spies, qui a été directeur du Musée national d'art moderne. Mais il faut rappeler qu'il y a eu pendant longtemps, et il y a peut-être toujours, un antagonisme très fort entre le conservateur de musée et le curateur. Pourquoi? Parce que le curateur laissait entendre qu'il avait une connaissance de la création vivante beaucoup plus aiguisée, qu'il était sur le terrain, si vous voulez, et quelque part beaucoup plus engagé que le conservateur. C'est un peu comme au tennis, hein, vous avez des fonds de cours et vous en avez au filet. Bon. Et donc, pendant très longtemps, le conservateur s'est protégé derrière son statut. Et le conservateur a tout fait pour empêcher au curateur de travailler. Tout. J'ai même connu moi-même, quand je dirigeais les musées de Marseille et que j'ai fait venir Philippe Vergne, qui est aujourd'hui une des personnalités les plus respectées du monde de la création contemporaine, mais qui n'était pas conservateur, des dénonciations au ministère de la Culture. On a dit, Bernard Blisten s'autorise à engager quelqu'un qui n'est pas conservateur. Et j'ai répondu, je vous emmerde. Ce qui était une manière, si vous voulez, radicale, mais au moins concrète, de dire que ce qui était formidable, c'est qu'on puisse espérer un jour que conservateurs et curateurs travaillent ensemble. Parce qu'ils sont très complémentaires. Et ce qu'a dit Ami les définit justement très bien. Il faut dans un musée quelqu'un qui a un rapport à l'histoire et à la profondeur de l'histoire, si vous voulez, important. Il faut en même temps des gens suffisamment activistes, je parlais tout à l'heure d'engagement, suffisamment inventifs pour donner confiance aux jeunes artistes qui ne vont pas s'aventurer aussi facilement qu'on le croit dans une institution qui a le pouvoir même que lui confère son rapport à l'histoire. Mais il y a une autre différence. Des fois, j'aime bien être binaire quand je parle. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Et j'ai parfois le sentiment que la même différence qu'il y a entre pouvoir et autorité, c'est la différence qu'il y a entre conservateur et curateur. Et je vous laisse deviner où je mets le pouvoir et où je mets l'autorité. C'est pour ça que je ne suis ni l'un ni l'autre. Parce que je suis un gros malin. Mulțumesc mult celor doi invitați pentru această seară memorabilă. De multe ori am avut sentimentul că asist la un discurs magistral care realmente merită reluat și aprofundat, pentru că, dincolo de frumusețea unor idei, aceste idei pot să devină surse de inspirație sau, de ce nu, chiar instrumente de lucru. Nu aș vrea să închei această întâlnire la muzeu fără să-i ofer microfonul domnului director al Institutului Francez România, domnul Julien Chiapone Lucchesi, pentru a spune câteva cuvinte despre acest proiect, această întâlnire în care Institutul Francez România a fost partener. Merci, mulțumesc frumos, draga Călin. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis extrêmement heureux de cette rencontre. Alors d'abord de cette conversation avec Bernard et avec Ami ici au musée, mais aussi de cette attention commune
qui est porté à la relation franco-roumaine à travers ce qu'elle a à offrir dans le domaine de la culture et plus particulièrement autour et à partir d'une certaine génération. Et plus largement pour ouvrir aussi cette attention, l'ouvrir sur, bien sur l'Europe et sur la capacité aussi qu'on a de tirer des leçons. Et je crois aussi ce qui est très important, c'est d'attirer non seulement ceux qui ont un intérêt direct, mais aussi ceux qui pourront aussi découvrir cette richesse-là. Depuis que je suis ici, avec l'ensemble de l'équipe, on se rend compte de la richesse de la relation franco-roumaine dans tous les domaines et de la profondeur qu'elle a depuis très longtemps. On va fêter bientôt 100 ans de l'Institut français de Roumanie, mais bien sûr, c'est encore plus ancien. Et on se rend compte aussi de tout ce qu'on a à gagner, à se retourner, à prendre le temps avec, disons, aussi de la profondeur de recherche, de la profondeur d'esprit, de prendre le temps sur cette relation franco-roumaine pour la porter vers l'avenir et l'offrir à tous ceux et toutes celles qui ont un peu oublié ce qu'elle était. Et je pense que le rôle d'un musée aussi ici, et le rôle de la coopération franco-roumaine, c'est d'arriver à mettre en musique cela et de le faire avec les bonnes personnes, celles qui le porteront avec passion et avec amitié, comme le disait, je crois, Bernard tout au début de cette conversation. Et je crois que ça c'est important, et de le faire ensemble, et bien sûr avec toutes celles et ceux, et je reconnais ici des visages familiers dans la salle, qui auront envie de faire partie de l'aventure. Donc cette conversation c'est aussi, j'espère, le début de projet, et je suis extrêmement heureux que ce soit dans ce musée-là, de grand musée, dans ce palais à Bucarest, que cela se manigance. Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous ce soir. Mulțumesc invitațiilor, mulțumesc dumneavoastră pentru interes și pentru prezența dumneavoastră aici și vreau să vă invit să ne întâlnim la un pahar de vin și să schimbăm eventual idei în continuare, să continuăm într-un dialog personal ceea ce am început aici. Mulțumesc încă o dată tuturor!